Amis des générateurs de fonctions analogiques, bonjour. Dernièrement, j'ai reçu quelques colis de fans, et en particulier, enfin un colis, on va dire multiple, vu que c'était un colis de fans, je veux dire, en fait, qui était constitué de 4 colis qui eux-mêmes contenaient plein de merveilles. Alors, je vais bien sûr vous montrer ça prochainement, mais dans ce colis de fans, il y avait entre autres ce vénérable générateur GW, Goodwill, qui est un générateur analogique, un générateur de fonctions qui donne, on va dire, les formes de base, carré, sinus, triangle, avec différentes gammes et différentes possibilités, et que, voilà. Bon, le but de la vidéo n'est pas tellement de vous montrer ça, mais juste de faire un petit rappel, dans la mesure où on va regarder un petit peu comment sont faits ce genre de générateurs. Alors juste comme pour comprendre, si on regarde ce qu'on a ici sur la sortie d'un tel générateur, généralement on va avoir quoi? On va avoir le réglage de fréquence, voilà, donc en plusieurs gammes, qui permet de changer la fréquence. On va avoir le réglage d'amplitude de sortie, voilà. On peut avoir éventuellement ce qu'on appelle un offset, je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire de pouvoir rajouter une tension continue, positive ou négative, au signal, sachant que bien sûr, si on dépasse les limites, il peut y avoir un écrêtage, comme on peut le voir comme ça. Il y a éventuellement une sortie de signal de synchro. Là, on retrouve les différentes formes d'ondes. Et on peut éventuellement, voilà, comme on peut le voir, changer le duty cycle. Alors sur ce générateur, c'est un petit peu bizarre. C'est qu'en fait, c'est en deux positions. Soit on change le duty cycle en bas, soit en tirant le bouton, on l'a en haut. C'est un petit peu bizarre, je trouve, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors on retrouve ça, et on va voir tout à l'heure pourquoi. Aussi bien pour le signal rectangulaire, donc on peut choisir de choisir quelle pente on veut changer. Et ça m'a marché aussi en sinus, sachant que ça peut faire un signal qui honnêtement n'a pas réellement beaucoup d'utilité, où on voit en fait un sinus là très déformé. Enfin bon, on va voir tout à l'heure pourquoi généralement quand il y a des réglages comme ça, ce qu'on appelle de symétrie, on a ça aussi en sinus. Alors ce géné, il donne aussi une modulation d'amplitude. Donc là voilà, on voit avec un générateur interne qui marche à une fréquence, comme on peut le voir, plutôt basse, enfin, on peut la régler. Et on peut aussi avoir une modulation de fréquence. Donc là, on retrouve la même modulation, mais qui fait changer la fréquence. Donc c'est soit amplitude, soit fréquence. Et en même temps, il a la possibilité d'avoir, ce que je vous avais déjà parlé, voilà, une vobulation, voilà, plus ou moins rapide, qui permet éventuellement de relever des bandes passantes. Voilà, on retrouve ça ici très bien. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que ce genre de générateur donc, donne toutes ces possibilités. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu comment ils sont faits généralement ces générateurs et de comprendre leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons donc nous attacher à regarder le mode de fonctionnement de ces générateurs de fonctions donc analogiques et qui utilisent une technologie qu'on va voir qu'on appelle conformateur. Alors, il y a de très nombreux générateurs qui utilisent cette technique. Il y a aussi des circuits intégrés comme les légendaires ICL 8038, le XR 2206, le MAX 038. Ils sont tous basés, on va le voir, sur à peu près le même système de fonctionnement. Et aussi, bien sûr, des tas de génés comme celui que je vous ai montré. Tektronix en a fait énormément. Enfin, beaucoup de générateurs qui utilisent le procédé que je vais vous expliquer. Oui, Maurice, je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce que je vous propose, c'est de concevoir un petit peu le synoptique, sans rentrer dans les détails, de la conception d'un tel générateur. Généralement, au cœur de ce genre de générateur, il y a un oscillateur, et très souvent, il est basé sur le même principe que le bon vieux 555, et aussi un circuit de légende. En gros, comment ça fonctionne? On peut voir qu'il y a une bascule ici RS, un comparateur avec deux tensions définies, la plus stable possible, qui s'appelle Vmax, Vmin ici, et qui vont déterminer l'amplitude du signal de sortie, et généralement un condensateur, ici, qui peut être chargé, là on voit via deux résistances, sachant qu'un transistor peut de temps en temps, on va dire, voilà, court-circuiter cette partie-là à la tension négative. Alors pour comprendre comment ça marche, une fois qu'on met le système sous tension, comme la tension au bord du condensateur est déchargée et très proche de V-, le comparateur là reset, on va dire, la bascule. Donc la sortie ici elle est à 0, donc le transistor là il est bloqué, et le condensateur se charge via ici les deux résistances.
Donc il se charge, il se charge, il se charge, donc la tension augmente, et il arrive un moment où la tension atteint le seuil de ce comparateur, qui fait changer la bascule d'état, via 7, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le transistor ici se sature, donc en gros on peut le voir comme une sorte de court-circuit entre ce point-là et celui-ci, ce qui fait que le condensateur va maintenant se décharger via cette résistance-là, et repasser sous le seuil V1000 et la bascule va rebasculer, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on va avoir à cet endroit-là, à la borne du condensateur, un signal qui en gros ressemble à ça. Alors mon oscillogramme ici, il n'est pas vrai parce que et c'est un des défauts du 555, c'est quand on est dans cette configuration-là, on voit qu'il se charge forcément avec les deux résistances alors qu'il se décharge avec une, ce qui fait que le duty cycle peut difficilement être proche de 50%. Mais enfin bon, c'est pas grave, l'idée ici c'est de comprendre le principe. Donc on voit que le condensateur se charge jusqu'à Vmax. Quand on atteint la bascule, il se décharge jusqu'à V1000 et ainsi de suite. Et bien sûr, si on regarde ici à la sortie de la bascule, on a lui un signal carré qui est pas loin, on va dire, de l'alimentation là de la bascule. Ce générateur là, il va nous donner un signal carré. Et ce signal là, qui est un signal, on va dire, périodique, mais qui est ni triangle ni sinus, voilà, c'est signal comme ça, qui est pas forcément très utile. Et oui, Maurice, en effet, on a un signal carré, mais le reste, c'est pas top. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ça? Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà remplacer le système de résistance par un générateur de courant. Si on remplace ce système-là, on va charger le condensateur à courant constant. Et quand on charge un condensateur à courant constant, je vous ai déjà parlé, on va avoir, pour le coup, une rampe linéaire. Donc on a exactement le même système, sachant que là, le condensateur se charge avec un courant constant, donc on va avoir assez en dents de scie. Quand la bascule change, on atteint ici le niveau, il va se décharger très vite via le transistor là, sachant que le temps de décharge, il va être très court, ça va être le temps de réaction du comparateur, plus le temps de propagation de la bascule, donc c'est généralement très court. Et une fois qu'on redescend en dessous, le système recommence. Donc là, on a déjà un petit peu amélioré, sachant que généralement, ce générateur de courant, on peut le piloter par une tension. En fait, c'est un convertisseur tension-courant. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit que la fréquence du signal correspond au courant. Dans la mesure où plus le courant est fort, plus le condensateur va se charger vite, donc plus la période de ce signal sera faible. Donc on a quelque chose qui est intéressant, qui est un VCO quelque part, un Voltage Control Oscillator, un oscillateur contrôlé en tension, et qui déjà peut, on va le voir, donner des caractéristiques intéressantes. Mais qu'est-ce que tu dis, Maurice? Ouais, le triangle, c'est mieux. Ah oui, là, c'est qu'une dent de scie. Alors, comment on peut passer en mode triangle? Souvent, une des astuces qui est utilisée, il y a plusieurs topologies, mais une astuce qui est utilisée, c'est d'avoir là un deuxième générateur de courant. Et ce générateur de courant, il a la valeur double de celui qui charge. Donc, quand ça charge et que il est coupé, c'est comme tout à l'heure, on a la rampe qui monte. Et quand ça bascule, on voit que ce générateur de courant, comme il a deux fois la valeur de celui-ci, il va annuler le premier, dans la mesure où le courant qui vient ici, ICH, il va passer ici dedans, et comme là il fait 2 ICH, on va aussi décharger le condensateur avec le même courant. Et comme on le charge et on le décharge avec un courant identique, on a bien maintenant un signal complètement triangulaire, ce qui veut aussi dire que là on aura un duty cycle de 50%. Et on a toujours la possibilité du VCO, dans la mesure où ces deux générateurs de courant, on peut toujours les piloter comme ça en tension. Bon, honnêtement, des fois, il y a des topologies un petit peu différentes. Des fois, ça coupe celui-là. Enfin, très souvent, on va retrouver ce genre de choses. Là, qu'est-ce que tu dis, Maurice? Que maintenant que c'est symétrique, tu voudrais pouvoir le régler. Bon. En effet, sur le générateur, on a vu qu'on pouvait le régler. Alors, comment on peut faire ça? C'est simple, en fait. On voit bien que la symétrie est liée au fait que le courant dans ce générateur-là est égal à la moitié du courant dans celui-ci. Mais en faisant varier la proportion du courant dans celui-là ou dans celui-là, on voit qu'on va charger ou décharger à des rythmes différents. Sachant que si la somme des courants reste toujours la même, la fréquence, elle, ne change pas. Vu que quand on charge moins vite, on décharge plus vite et vice-versa. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir gérer justement la symétrie. Et là, on peut voir, ce qu'on voyait tout à l'heure sur le générateur. J'ai une charge qui va être plus lente que la décharge, ce qui me donne un créneau qui n'est pas symétrique. Et, comme on peut le voir, un duty cycle aussi, vu que c'est complètement lié, le signal carré qui est là au système de charge qui va varier.
Donc voilà, grâce à ça, on va pouvoir changer la symétrie du signal. Et qu'est-ce que tu dis, Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours pas content? Ah bah oui, je suis d'accord avec toi. Quand même, le signal de rêve, le plus important, c'est d'avoir un signal sinusoïdal. Alors, comment on fait ça? Alors là, on voit qu'on peut avoir un signal triangulaire, qui est plutôt bon. Et une des façons de le changer en sinus, ben en gros, ça va être de le trafiquer un petit peu, de le raboter d'une façon intelligente. Et c'est ça qu'on appelle souvent des conformateurs. On voit ici, par exemple, le signal triangulaire, mais au fur et à mesure que la tension augmente, on va l'atténuer de façon comme ça, plus ou moins importante, ce qui fait qu'on va le transformer en sinus. Et plus on aura des points ici nombreux de rabotage, on va dire, pour le rendre conforme, mieux ça sera. On voit ici, typiquement, sur un oscillogramme, le signal carré, le signal triangulaire, et là, le signal sinusoïdal qui est raboté. Alors on voit qu'il reste pas parfait, on voit qu'il n'est pas parfaitement sinusoïdal. Donc en fait, la qualité de la sinusoïde va dépendre de la qualité des conformateurs. Alors on peut regarder, tiens Maurice, tu vas voir quelques exemples. Un des plus simples, c'est voilà, c'est ce montage-là qui consiste à utiliser le seuil, à la mesure où on voit que la conduction d'une diode, elle n'est pas parfaite et que si on se met pile poil au moment où elle commence à conduire, on va avoir cette courbe, ce qui permet que voilà, si on calcule bien l'amplitude du signal et comme ça, avec une résistance, on arrive à avoir déjà un pseudo-signal sinusoïdal. Alors ça, c'est pas terrible, hein, ça donne quand même pas un super sinusoïdal. Alors, on peut l'améliorer en faisant voilà déjà plusieurs points, grâce ici en faisant une diode à double seuil. C'est-à-dire que ça va commencer à le faire avec ce premier seuil-là, et quand la tension va continuer à augmenter, c'est celle-là qui vont prendre. On peut voir aussi que c'est symétrique, dans la mesure où ça doit marcher l'alternance positive et négative. On a ici, par exemple, un système encore plus sophistiqué avec plusieurs diodes, ce réseau de résistance qui va déterminer les différents points à partir duquel les diodes vont commencer à conduire. Hein, et là, bah, généralement, voilà, en réglant aussi un peu la polarisation et ainsi de suite, on arrive à avoir un signal plus ou moins bon. Là, on en a un autre exemple encore un peu plus sophistiqué. Là, encore d'autres systèmes qui n'utilisent pas forcément, comme on voit, que des diodes. Celui-ci, il va aussi utiliser un FET, par exemple, où là, on utilise, plutôt que des diodes, directement, en gros, des transistors qui, selon les différentes valeurs de tension, vont commencer à atténuer le signal, plus ou moins. Et là, on retrouve le côté aussi symétrique, sachant que voilà, on va pouvoir régler la symétrie, par exemple, avec ce potentiomètre. Ici, on a encore un autre exemple. Là qui utilise des amplis différentiels ou des convertisseurs divers et variés. Enfin, encore ici un autre exemple. Enfin, des conformateurs triangle sinus, j'en ai vu des centaines de schémas. Ils sont plus ou moins bons, plus ou moins stables en température, plus ou moins faciles à régler. Enfin, voilà, il y a plein de systèmes. Mais donc, maintenant, une fois qu'on a ce truc-là, on commence à avoir un générateur qui tient la route. C'est-à-dire que là, si je rajoute à la sortie de mon triangle un conformateur triangle sinus, je me retrouve bien avec une sortie sinusoïdale, une sortie triangulaire, une sortie carrée. Alors souvent, elles sont pas au même niveau de tension. Hein. On a vu que le triangle, on voit qu'il a une excursion de tension pic-pic qui est plus faible que le carré. Donc généralement, là, on fait des systèmes d'adaptation de façon à avoir le même niveau quand on choisit la sortie. Quand je suis bien symétrique, c'est-à-dire que ma symétrie ici est réglée à 50%, j'ai bien un duty cycle de 50%, un beau triangle bien symétrique, et ce sinus qui est aussi parfait. C'est pour ça que quand on change la symétrie tout à l'heure, on voyait que ça déformait aussi le signal sinus d'une façon un petit peu bizarre. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Qu'il n'y a pas de sortie 50 ohms et il n'y a pas d'offset. Oh, il est jamais content, cet animal. Alors, pour rajouter ça, c'est facile. Généralement, on va mettre en petite sortie qui va bien. Donc, pour 50 ohms, il faut déjà pas mal de courant. On peut aussi choisir, selon le niveau qu'on sortit, une tension de sortie plus ou moins importante. Sachant que généralement, si par exemple on veut sortir du plus ou moins 10 volts sous 50 ohms, ça veut dire qu'il faut avoir ici du plus ou moins 20 volts, on va dire, à vide. Donc cet ampli va avoir potentiellement un gain. On va là pouvoir régler l'amplitude du signal.
Et on peut aussi décaler le signal avec un offset, c'est-à-dire en gros on lui rajoute une tension continue, donc très souvent il est monté comme on le voit ici en additionneur, sachant que si on veut pas d'offset, bah là on met 0, donc il additionne 0, on a bien que le signal, et si on switch pour avoir un offset, grâce à ce potentiomètre, on va pouvoir rajouter une tension positive et négative qui va décaler la sortie. On peut retrouver en sortie un atténuateur. Alors si l'atténuateur est ici, il a l'inconvénient des fois, il atténue aussi l'offset, vu qu'il atténue la totalité du signal. Alors des fois on peut en retrouver aussi devant, enfin voilà, il y a plusieurs topologies, mais grâce à ce système-là, maintenant on va pouvoir donc régler l'amplitude de sortie et l'offset. Et la sortie TTL synchro, elle est où? Maurice, jamais content. Alors en effet, comme je l'ai souvent montré, c'est intéressant d'avoir une sortie de synchro, c'est-à-dire que c'est une sortie qui généralement est un signal carré et dont l'amplitude ne varie pas en fonction de la sortie et à la même fréquence que le générateur. Donc là c'est très simple, vu qu'on a la sortie carrée, il suffit là de mettre une adaptation logique et on se retrouve là avec cette sortie logique synchro, c'est très facile à faire. Et c'est là aussi généralement qu'on va pouvoir brancher, comme on l'a vu, éventuellement un petit fréquence-mètre intégré, ce qui aide bien le réglage. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Tu n'as pas de modulation d'amplitude. Eh ben, on va en rajouter une. Et pour rajouter une modulation d'amplitude, comment faire? Des façons la plus facile pour le faire, c'est de rajouter un circuit multiplicateur à cet endroit-là. À ce moment-là, la tension de sortie sera la multiplication entre l'amplitude et une autre tension qui, si on la fait varier de 0 à 1, va bien moduler la tension de sortie de 0 à 1, vu que ici, si j'ai 1 volt, 1 volt fois 0, ça fera 0, 1 volt fois 1 volt, ça fera 1 volt. Et donc, ce multiplicateur, on va pouvoir régler donc son amplitude, ce qui fera bien l'amplitude de la modulation, et généralement, comme on l'a vu sur le générateur, soit il y a un oscillateur interne qui va permettre de régler la fréquence, enfin d'avoir une fréquence réglable ou pas de modulation externe, soit d'utiliser une modulation externe, par exemple de la musique, qui permettrait de mettre au point, je sais pas, un récepteur. Dis-moi, ça te plaît pas, tu veux aussi la FM, eh ben on va rajouter la FM. Et la FM, c'est très facile à rajouter, vu que là, on a vu qu'on avait un oscillateur piloté en tension. Il suffit pareil, de rajouter à cette tension la modulation de façon à faire changer la fréquence. Donc là, on le retrouve là. On va avoir ici le réglage de fréquence et en additionnant à cette tension dont dépend la fréquence, la modulation, on aura bien là de la FM. Et quoi, Maurice? Ça te suffit toujours pas, tu veux de la vobulation. On peut assez facilement ici rajouter un vobulateur, dans la mesure où, encore une fois, la fréquence dépend d'une tension. Je rappelle que la vobulation consiste à faire varier cette fréquence de façon linéaire ou logarithmique dans le temps. Donc là, il suffit d'avoir un générateur de rampe, qu'on peut faire varier entre deux niveaux, donc ça définira la fréquence de départ, la fréquence de fin. Aussi d'avoir un convertisseur linéaire logarithmique pour choisir le type de vobulation. Et si au lieu d'utiliser le réglage de fréquence, on se branche sur la vobulation, on va bien avoir là une fréquence qui dépendra ici de la rampe. Et en même temps, souvent, le générateur de rampe, c'est lui qui soit pilotera l'entrée X d'un oscillo en mode XY pour voir la réponse, soit éventuellement donnera un signal de synchro qui permettra justement de le synchroniser. Donc voilà, grâce à ça, maintenant, on a l'option de vobulation. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Le marqueur. Bon, Maurice, je vois que tu n'es jamais content. J'essaye de te faire un super générateur et tu veux des marqueurs, tu veux des tas de trucs. Alors oui, même sur un analogique comme ça, on pourrait rajouter des marqueurs, on pourrait rajouter beaucoup de choses, mais ça va commencer à être un peu compliqué et surtout que maintenant, comme je t'ai souvent montré, on utilise plus des générateurs numériques, genre des DS, sur lesquels on peut avoir toutes ces fonctions-là. Donc on va s'arrêter là. Et là, si on remet la totalité, on peut voir là le schéma synaptique d'un générateur de fonctions analogiques qui marche justement sur le principe de conformation. Et on voit que ça n'a rien de compliqué en soi, mais ça commence déjà, si on veut toutes les options, à devenir un petit peu complexe. Alors c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce type de génie? L'avantage, comme on l'a vu, c'est que ça se pilote en tension. Et le fait que cette fréquence se pilote en tension, ça rend la FM et la vobulation, comme on l'a vu, c'est assez facile à faire.
Si on a aussi un VCO, généralement, ça veut dire que si on voulait rajouter ça dans une boucle de verrouillage de phase, on pourrait très assez facilement faire un générateur digital. Par exemple, moi j'avais fait dans le temps un générateur à base de 2206, XR2206, qui se verrouillait comme ça dans une PLL, ce qui fait qu'avec des roues codeuses, on pouvait choisir la fréquence. L'amplitude de sortie, on voit, elle est très bien maîtrisée, dans la mesure où c'est les deux tensions de seuil du comparateur, et si on les rend bien stables, ça permet d'avoir une amplitude bien connue. On a vu qu'on pouvait avoir plusieurs formes d'ondes, au moins les formes de base, triangle, rectangulaire, sinus, avec en plus le réglage de la symétrie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des rampes plus ou moins, ou du T-cycle. Ça permet généralement, si on le fait attention, grâce à ce système de générateur de courant, on peut avoir des gammes de fréquences sans commutation assez grandes. Et on peut espérer avoir des variations, hein, quand c'est bien fait, qui peut aller jusqu'à 1000, hein, c'est-à-dire que, voire plus. C'est-à-dire que avec la même rampe de tension, on pourra faire éventuellement par exemple de 10 Hz à 20 kHz, ce qui peut être intéressant pour un modulateur. Ça permet aussi d'avoir des fréquences relativement très basses, à mesure où, voilà, si on met un gros condensateur ou un courant faible, on peut avoir des fréquences, on pourrait très bien imaginer avoir des 0,01 Hz sans problème. Alors c'est quoi les inconvénients? Les inconvénients déjà, c'est la distorsion qui est assez importante. On l'a vu, il y a plein de sortes de conformateurs. Ça peut aller du pas terrible jusqu'au plutôt bon, mais ça n'empêche pas qu'on n'arrivera jamais à avoir du 0,01% de distorsion avec des conformateurs. Et en même temps, il y a aussi le côté symétrie qui joue sur la distorsion. C'est pareil, régler un signal complètement symétrique, c'est quand même pas facile. Les réglages des conformateurs, souvent, c'est assez touchy à faire. C'est des réglages souvent interdépendants, donc pour m'être souvent cassé la tête à les régler, c'est pas évident. Après, il y a tous les problèmes de l'analogique, la stabilité dans le temps et en fonction de la température. À mesure où voilà, on voit qu'il y a des comparateurs, des générateurs de courant, donc ça finit par se dérégler. En fonction de la température, ça change. Il faut avoir aussi des bonnes alimes, parce que c'est dépendant. Enfin voilà, c'est bien sûr tous les problèmes qu'on peut retrouver dans des trucs analogiques. Et la fréquence max avec ce genre de techno, elle est assez limitée. Tektronix avait fait le fameux tiroir, le FG504, qui montait déjà 40 mégas, ce qui était déjà une prouesse. Après, bon, j'en ai vu qui montent des fois un peu plus haut, mais ça va devenir quand même assez compliqué de faire fonctionner ça à des fréquences très très élevées. Voilà pour cette présentation qui, j'espère, vous aura intéressé. Alors c'est sûr que maintenant on va plus vers des générateurs complètement digitaux qui permettent déjà d'avoir de meilleures stabilités en fréquence, en amplitude, et des possibilités bien plus étendues, surtout au niveau des formes d'ondes et ainsi de suite. Mais voilà, j'ai quand même pensé que c'était intéressant de comprendre un petit peu, de savoir comment fonctionnaient ces générateurs, et qu'on peut déjà encore trouver au moins d'occasion, hein, même si on trouve encore pas mal de petits kits, là je vois, chinois, sur des 2206 justement, enfin ces circuits de légende, qui aussi peuvent être intéressants si on veut faire des synthétiseurs par exemple. Voilà, enfin, on peut s'amuser, parce que comme on peut voir, on peut bricoler pas mal de choses au niveau de l'amplitude, et ainsi de suite. Alors, ils ne fonctionnent pas tous exactement comme je vous l'ai montré, il y a des tas de variations, j'ai vu dans les schémas des tas d'astuces, c'est plus ou moins bon, c'est plus ou moins sophistiqué, ce qui déjà explique que dans ce genre de générateur, on en avait, je veux dire, des entrées de gamme, souvent plutôt simples, avec peu d'options, et dont la stabilité et tout était quand même pas top, jusqu'à des trucs, j'en ai vu moi, des vraiment super sophistiqués, avec moult réglages et des très bonnes caractéristiques, mais voilà, ça reste quand même toujours de l'analogique, avec tout ce qui va avec. Sinon, j'ai reçu pas mal de choses, hein, que j'espère vous montrer prochainement. J'ai aussi reçu pas mal de trucs que j'avais achetés, donc je pense que je ferai un QDN. Enfin voilà, j'ai encore plein de sujets à voir avec vous. Et dans la série Genestory, je pense aussi que ça vaudra le coup de regarder d'autres types de générateurs, parce qu'il n'y a pas que ça. Je vous avais déjà parlé un petit peu des ponts de Vienne, par exemple, qui ont aussi qui ont des avantages aussi et des inconvénients, mais il y a d'autres technologies dans les générateurs signaux qu'on pourra étudier. Tiens Maurice, ça va? Non, ça va pas. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'a... On a l'impression que t'as pris un coup. Ouais, c'est Pincette qui t'a carrément foutu une grosse claque. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle était en train de se préparer et elle t'a dit, est-ce que ça va mon maquillage? Ah, et alors, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit non, on te voit encore un peu. Maurice est vraiment le roi pour parler aux femmes.
Bon, bah là-dessus, que le grand conformateur vous fasse de belles sinusoïdes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.